Après 3 mois, je n'espérais plus voir un membre de cette expédition revenir vivant. Vivant, si l'on peut dire. Lieutenant. Lieutenant de Saint-Avy. Saint-Avy. Saint-Avy, vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, votre chef, le commandant Lefebvre. Nous sommes contents que vous ayez échappé au désert. Mais où sont les autres? Où est le capitaine Morange? Oui, votre ami Morange. Ah, allons, allons, calmez-vous, calmez-vous. Commandant Lefebvre. C'est moi, oui. Oui. Oui, je me rappelle. Je me rappelle tout. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Que regardez-vous? Des taches de sang. De quel sang? De son sang. Eh bien, que lui est-il arrivé? J'ai tué Morange. Oui, je l'ai tué! Je n'ai cessé de vous répéter que j'ai tué Morange. Cet aveu ne vous suffit-il pas? Veuillez répondre avec calme aux questions, lieutenant. J'ai répondu à toutes les questions. Et vous ne voulez pas me croire? J'ai convoqué ce conseil pour examiner des faits concrets. Asseyez-vous, lieutenant. J'ai fait venir exprès d'Alger notre éminent géographe, le capitaine Meunier. Il nous aidera certainement à établir la vérité. Et dans l'avion qui m'amenait, j'ai noté 1 ou 2 points intéressants. Voyons. J'aurais un mot à dire sur l'origine de l'Atlantide. L'Atlantide? Je ne vois pas le rapport. Permettez, mon colonel. Lieutenant de Saint-Avy, où prétendez-vous avoir tué le capitaine Morange? En Atlantide. L'Atlantide, le continent englouti. C'est une pure légende. Mon colonel, toutes les légendes ont une base dans la réalité. Voyons, si vous voulez bien me permettre de consulter mes notes. Mais tout le monde sait que si jamais ce pays a existé, il y a en tout cas longtemps qu'il est au fond de l'océan. C'est exact, mon colonel. Mais qu'est-ce que le Sahara, sinon le fond d'une mer aujourd'hui desséchée? Les fines particules de sable ne sont que d'anciens coquillages marins, désagrégés par le soleil au cours des siècles. Vous admettez donc que l'Atlantide pourrait se situer dans le Sahara? À coup sûr, il y a de nombreuses et solides preuves de son existence. Déjà, Platon a écrit qu'elle disparut dans l'océan. Mais on se demande dans quel océan? Oui, l'Atlantide se cache peut-être dans le Sahara. Ce serait une bonne cachette, n'est-ce pas? Certainement, puisque personne n'a pu la trouver. Masson l'a découverte. Qui? François Masson, le fameux archéologue. Il a fait halte à notre poste au cours de sa mission. C'est justement cette mission que le capitaine Morange et le lieutenant de Saint-Avy étaient chargés de retrouver. C'est exact. Un homme de tout premier ordre, ce Masson. Mais il y a certainement de l'exagération dans ses vues sur l'Atlantide. De l'exagération? Masson ne se trompait pas. Je le sais. Je suis allé.
Si vos dires sont exacts, lieutenant, je vous envie. Vous êtes l'unique Européen qui ait eu cette chance depuis 20 siècles. Non, j'en ai vu plusieurs en Atlantide. Serait-il possible de savoir où vous avez découvert l'Atlantide? Dans les monts du Hogar. Dans les monts du Hogar. On connaît bien la région. C'est un bloc, un seul bloc de pierre absolument impénétrable. Non, mon colonel. Il existe un passage. Et Masson l'a découvert. Il savait qu'il réussirait. Il le disait toujours. Un soir, nous étions réunis pour fêter son départ vers la grande Un peu de silence, messieurs. À la santé de notre intrépide archéologue et pionnier du désert, François Masson. Ah, François Masson! Puisse-t-il parvenir au fabuleux continent où vécut jadis la plus belle et la plus noble des races humaines? C'est le terre de splendeur qui, si l'on en croit Platon, au cours d'une seule journée de pluie, disparut à jamais dans le sein de l'océan. À l'ancienne Atlantide. À l'Atlantide. Mais a-t-elle existé? Oh. Et la reine de notre ami Masson, gardons-nous d'oublier la reine. À la santé de la reine. À la fameuse petite fille de Neptune, à la descendante de César et de Cléopâtre. Buvons à celle qui, selon Masson, est aussi antique que l'humanité et aussi jeune que l'aube de demain. À la reine de l'Atlantide! Qui n'existe pas. Mais si jamais elle existe, il faut espérer, pour Masson, que malgré son âge vénérable, elle est encore la plus captivante, la plus séduisante et la plus voluptueuse de toutes les filles du monde. Je me vois encore assis à la fenêtre de ma chambre, d'où je découvrais le campement de Masson, installé devant les murs du Borge. À l'aube, l'expédition prit le départ. Je regardais Masson et sa caravane s'éloigner sur le sable éblouissant du désert. Il n'en vint pas. 2 mois plus tard, le commandant Lefebvre détacha une patrouille. Au départ, nous étions 6. Le capitaine Morange, moi-même, un guide de la tribu des Champs en Bas et 3 méharistes. Pendant 2 jours, nous avançâmes sans incident. Le ciel était si clair qu'il paraissait vide. Puis subitement, le désert changea d'humeur. Sans avertissement, un vent brûlant s'abattit sur nous. Lorsqu'il nous sembla une éternité, nous dûmes lutter contre la tempête de sable. Enfin, le vent se calma, les tourbillons de sable retombèrent, mais il nous fut impossible de retrouver nos âmes. Ce soir-là, je campais avec le capitaine Morange au pied des monts du Hogar. Tout à coup, le silence de la nuit fut troublé par des bruits étranges. Les rochers semblèrent prendre vie. Des ombres s'animèrent, des ombres humaines.
Morange. 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 André. Tu es vivant. Où sommes-nous? Comment sommes-nous venus ici? Dis-moi, est-ce que nous rêvons? Non, ce n'est pas un rêve. Non, messieurs, ce n'est pas un rêve. Capitaine Morange, lieutenant de Saint-Avit, nous attendions votre venue. Où sommes-nous? L'ignorez-vous? Vous êtes sur cette terre dont votre habit maçon vous a parlé si fréquemment et dont vous vous êtes si bien moqué, dans le pays d'où nul voyageur ne revient, l'Atlantide. Soyez les bienvenus. On est en train de préparer vos appartements. J'espère qu'en attendant, vous accepterez mon hospitalité. Messieurs, je vous présente le Meige. C'est un spécimen très typique des habitants européens de l'Atlantide. Chacun de nous est un rescapé d'une expédition perdue, brutalement projeté par les vagues de sable sur le massif montagneux du Hogar. Cette statue de maçon Sa statue? signifie-t-elle qu'il est mort? On ne peut plus mort. Dans quelles circonstances? Plus tard, capitaine, plus tard. On a fait savoir à la reine que vous étiez fort joli garçon. Il ne faut pas la désappointer. Vous trouverez de l'eau chaude ainsi que quelques objets de toilette sur la table, là. La reine. Ainsi Masson a trouvé ce qu'il avait pressenti. Et je dirais même un peu plus. Mais vous verrez la reine, mon vocabulaire serait impuissant à la décrire. Pour le moment, vous saurez qu'elle se nomme Antinéa. C'est assez la dépeindre. S'il vous plaît, messieurs, votre eau va refroidir. Remarquable perfectionnement. Dans quel autre pays la question de l'eau peut-elle prendre une telle importance? Mais asseyez-vous. Puis-je vous offrir une goutte d'arac? Ah, quelle piètre hôte je fais. J'avais oublié de me présenter. Henri Blaise. Je suis bibliothécaire et philosophe de la cour. Et tous autres titres dont il me plaît de me parler. J'ai beaucoup de chance, en vérité. La reine admire mon esprit et ignore mon physique. Je n'ai aucun succès auprès du sexe. Mais je ne m'en porte que mieux. Parlez-nous un peu de Masson, il était notre ami. Alors nous boirons à sa mémoire. Comment est-il mort? Comment? En Atlantide, la reine a droit de vie et de mort sur chacun. On ne pose jamais de questions. Elle l'a fait assassiner. Assassiné? On peut estimer qu'il est plus vivant sous son revêtement d'or coulé qu'il ne le fut durant sa vie terrestre, exposé aux ravages du temps et de la sénilité. En or coulé? Alors ce n'est pas une statue? C'est donc... Oui, c'est Masson lui-même. Je parle peut-être avec trop de franchise, mais il vaut mieux ne pas être trop sensible en Atlantide et le capitaine Morange s'en rendra compte tôt ou tard. Le Meige, occupez-vous de lui.
Ce sont deux nouveaux venus, Lindstrom. Ils ne paraissent pas d'une humeur très folâtre, mais enfin, de nouveaux visages. Eh bien, qu'attendez-vous pour souhaiter la bienvenue au lieutenant? Elle les a vus? Non, il faudra choisir, c'est délicat. Ils sont tous deux très beaux, n'est-ce pas, Lindstrom? Il abuse un peu de la racque. Encore un jour sans qu'elle m'ait appelé. 2 mois déjà. Cela vous tuera, Lindstrom. Qui est-ce? Un Suédois, fou d'amour. Vous savez pourquoi ces hommes se battent? Le vainqueur entrera dans la garde d'Antinéa. On considère ici comme un grand honneur d'approcher la reine, capitaine Morange. Et le vaincu? Il sera porté en terre avec les honneurs. Quel moyen plus sûr de sélectionner le meilleur des deux, n'est-ce pas, capitaine? Une garde d'assassins. Ça lui va bien. Cela fait une troupe très résolue. Je n'ai pas oublié Masson. Mais je reviendrai. Il faudrait d'abord partir. Personne ne s'évade jamais de l'Atlantide. Oh, allez vous coucher, Lindstrom. Il n'y a pas moyen de boire en paix avec vos gémissements. Elle ne veut pas me voir. Et pour cause. Il est juste qu'une reine s'épargne un spectacle aussi peu attrayant. Vous êtes-vous regardé? Antinéa. Ah, Corto. Déjà revenu? Je vous présente Corto, le silencieux alchimiste de l'Atlantide. Il est l'auteur des chefs-d'œuvre que vous avez admirés dans la galerie. Autrefois, il charmait la reine en lui récitant du Dante ou du Shakespeare. Maintenant, il se contente de muettes parties d'échecs avec elle. Comment a fini la partie ce soir? Ne lui tenez pas rigueur de sa discrétion. La reine lui a fait un jour arracher la langue. Mes félicitations, lieutenant. Mes félicitations. Egali va vous conduire au paradis. La reine a daigné fixer son choix sur vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je vide mon verre en votre honneur et en l'honneur de cette belle nuit. Vous êtes tout excusé. Allez donc.
c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vous prie de l'excuser. Tout ce qui reste à Lindstrom, c'est ça, son véritable amour. Allez, j'aurai soin de lui. Échec. 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 Mat. Elle a l'air féroce, mais elle est très douce. Si on a l'heure de lui plaire. Vous voyez, ses grognements ont déjà cessé. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est la reine qui l'ordonne? Antinéa te prie de t'asseoir. Pourquoi y a-t-il de l'inquiétude dans tes yeux? As-tu peur de moi? Non. En es-tu sûr? Les hommes meurent pour moi. Je le sais. Masson était mon ami. Oh, ne sois pas triste pour ton ami. Ses vœux ont été comblés. Tous ses rêves se sont réalisés. Crois-moi. Tant que j'ai consenti à me laisser aimer, ton ami a trouvé l'oubli entre mes bras. Puis, un soir, murmurant mon nom une dernière fois, il est mort. Tu me trouves cruel, n'est-ce pas? Tu as tort. Je me demande si le capitaine Morange ne comprendrait pas mieux que toi. Morange refuserait même de vous voir.
C'est un être trop noble pour que vous puissiez jamais le comprendre. Tu m'intrigues. Tu me donnes le désir de le connaître. Ne feins pas de me haïr. Ton désir est aussi brûlant que le soleil. Ne le plaignons pas, Corto. Il a vécu de merveilleuses heures de bonheur. Et maintenant, grâce à vous, il va vivre dans l'éternité. Il demeurera là avec Masson et tous les autres, à l'abri des injures du temps. Je suis prisonnière. Je venais d'avoir 13 ans. Les Touaregs ont fait une razzia contre mon village et m'ont amenée ici. Je voudrais retourner vivre dans ma tribu. Ne perds pas espoir, Tanizerga. Nous partirons peut-être ensemble. Pourquoi Masson a-t-il été tué? Il voulait s'échapper et révéler ce qu'il avait découvert ici. C'était un crime. Elle pense avoir le droit de vie et de mort sur ces sujets. Ce n'est qu'une sauvage. Ces Touaregs la vénèrent. Ils sont aussi cruels qu'elle.
Masson, je m'échapperai, mais je reviendrai. Je reste, Jean. As-tu perdu l'esprit, André? Réponds-moi. Es-tu devenu fou? Jean. Rappelle-toi nos entretiens à El Golea. Nous parlions de nos espoirs, de nos secrètes ambitions. La tienne était de te faire moine. Je n'y ai pas renoncé. Mais tu ne l'as pas réalisé. La mienne était sans doute moins noble, mais beaucoup plus humaine. J'ai trouvé à la réaliser. En Atlantide. En Atlantide. Tu ne peux trouver ici que la barbarie d'une tribu soumise aux caprices d'une femme criminelle, d'une sauvage. Tais-toi! Elle règne sur un peuple primitif, c'est vrai. Mais pour ces gens, la vie et la mort n'ont pas l'importance que nous leur accordons. J'admets que certains de nos camarades aient été tués. Mais les autres sont morts. D'amour, André? Non. On ne meurt pas. D'amour? Oui, moi aussi, je l'ai cru. Et j'ai cru également que l'Atlantide était une fable. Rappelle-toi. Je riais des rêves de Masson. De ces rêves absurdes. Je me refusais à admettre autre chose que l'évidence. J'exigeais des preuves matérielles. Il est plutôt étrange que toi qui te destinais à la vie spirituelle, ignores qu'il existe des choses qui échappent à notre vision. Oui, André. Il existe d'autres choses. Mais elles n'ont aucun rapport avec ces sauvages. Qui sait de quel côté sont les sauvages? Oui, Jean, je veux rester ici. Au milieu des sauvages. Et que ma tombe soit creusée dans le roc des monts du Hogar. Oui, je préfère ça. Oui, je préfère ça. À une inhumation dans la terre boueuse du sinistre cimetière de Duras, en présence de parents et amis indifférents, et avec l'hypocrite oraison funèbre du colonel de la garnison. Très bien, André. Je vois que je ne peux plus te convaincre. Si une évasion est possible, et je suis sûr qu'elle l'est, moi je partirai. André, nous avons couru ensemble tant de dangers. Je le regrette, Jean. Je reste. Je veuille te renvoyer à ta paisible petite vie provinciale. Qu'en dirais-tu? Mais sois sans crainte. Il t'est permis de choisir ton paradis. Pour cela, il suffira que tu le nommes. Vous êtes une sorcière. Nomme-le. C'est facile. Car son nom est comme une musique. Musique infernale ou musique céleste, qu'importe, je n'en sais rien. Antinéa. Tout est préparé, capitaine Morange. Es-tu sûr, Tanit Zerga, que nous pouvons avoir confiance en Ben Urzok? J'en suis sûre, mais il faut nous hâter.
Tu as tenté de t'échapper du royaume d'Atlantide. Et de plus, tu sembles avoir oublié le sens des convenances. C'est à genoux qu'on comparait devant une reine. Une reine? À genoux! Est-ce la seule preuve de votre royauté? Pourquoi as-tu tenté de t'échapper? L'air de ce pays est malsain. Trop de mes camarades en sont morts. N'es-tu pas parvenu à entraîner Saint-Avie à ta suite? Non. Pour Saint-Avie, il est déjà trop tard. Il a oublié sa dignité d'homme et de soldat. Est-il digne de la part d'un soldat et d'un homme d'entraîner une petite esclave à commettre une action qui est punie de mort? Tanit Zerga. Vous l'avez tué. Tanit Zerga! Tu vois, capitaine, je suis moins mauvaise que tu ne crois. Et Gali, quel est le plus grand crime qu'un habitant d'Atlantide puisse commettre? La trahison. Dis-lui de quelle peine est puni l'homme coupable de trahison. On l'enterre vivant dans le roc. Et la femme? Elle est brûlée à petit feu. Oh non, Cléa! Tanit Zerga! Vous vous gorgez de sang. Vous êtes une créature maudite. Vous vous grisez de la beauté de l'image que vous renvoie votre miroir. Mais quand je regarde dans vos yeux, je n'y vois que de la laideur. Il suffit! Une âme endurcie et cruelle, un esprit de démon, un cœur rongé par la pourriture comme les racines d'un vieil arbre. Malgré vos parures d'or, vous êtes aussi vieille et aussi desséchée que les momies figées dans leur sépulcre dont vous revendiquez l'héritage. Tout être qui vous approche frôle la mort. Vous vous grisez de la beauté de l'image que vous renvoie votre miroir. Mais quand je regarde dans vos yeux, je n'y vois que de la laideur. Tout être qui s'approche de vous frôle la mort.
Tu as dit vrai, capitaine Morange. Tout être qui s'approche de moi frôle la mort, oui. Même toi qui as refusé de t'approcher de moi. Tu sembles malheureux ce soir encore. Qu'y a-t-il donc? Est-ce Morange qui te tourmente? Laissez-leur partir. Pour qu'il revienne nous anéantir? C'est déjà beaucoup que j'ai épargné sa vie. Je vous en suis très reconnaissant. Et si je l'avais condamné? Sans doute ne me l'aurais-tu pas pardonné. Jamais je ne l'aurais pu. Très bien. Antinéa, qu'y a-t-il? Tout d'un coup, vous semblez si différente. Je suis différente? En quoi penses-tu que j'ai changé? Je ne sais pas. Je ne... J'éprouve l'impression d'un homme qui regarde partir un navire. Il est encore tout proche. Et pourtant, bientôt, ce ne sera plus qu'un point qui disparaîtra derrière l'horizon. Ton imagination est trop riche. N'ai-je pas raison? Si, André. Je n'ai plus confiance. J'ai peur. Peur de quoi? De tant de choses. J'ai peur de lui. Peur de te perdre. Tu penses à lui. Il est là qui rôde. Je sens son ombre entre nous. Il ne faut pas qu'elle y reste. Pour ton bonheur. Et pour mon bonheur. Elle n'est pas aussi cruelle que tu le dis. Tu ne serais pas en vie si elle était impitoyable. Elle t'a épargné parce que tu es mon ami. Et pourtant... Est-ce bien la raison, André? Es-tu certain qu'elle n'a pas un motif personnel? Jean. Tu te scandalises à cette pensée. Mais cette femme est... Ah, capitaine Morange, vous êtes là. Antinéa désire vous voir immédiatement. Et Gali vous conduira. Maintenant, nous allons connaître la vraie raison. C'est un très bel homme, hein, lieutenant? Quelle fierté, quelle noblesse d'âme. Je crois que le cœur d'une femme ne peut lui résister. Mais pourquoi rabaisser ses possibilités? Il pourrait même faire la conquête d'une femme dénuée de cœur. Lieutenant? Oui, c'est sans nul doute un homme très remarquable. Tu as bien manœuvré. Sais-tu que je t'aime presque depuis que ta bouche s'est tue? Mais ta cervelle tourne. Dommage. Les pensées sont néfastes. Et tu n'as que des pensées hideuses. Cesse de me haïr, Corto. La haine te fait paraître vieux et très laid. Et je ne t'aimerais pas, vieux et laid. Pour que je t'aime, demeure l'homme que tu es. Ou du moins l'homme que tu fus. Quand tu m'aimais, Corto.
Pourquoi refuse-t-elle de me voir? Encore un peu d'arak, lieutenant? Il faut boire juste assez pour se rappeler des choses agréables et oublier celles qu'ils sont moins. 10 jours sans elle. 10 jours entiers sans la voir. Pourquoi? Nous nous en doutons bien, n'est-ce pas, lieutenant? Avez-vous oublié Lindström? Lindström. Pourquoi? Eh bien, Antinéa Morange, Morange, Antinéa. Non. Non, Morange est mon ami. Certes, et vous êtes le sien. Vous avez éloquemment plaidé pour le sauver. Peut-être trop éloquemment. En traversant les appartements de la reine ce matin, j'ai pu voir que Morange recueillait les fruits de votre éloquence, d'une manière étonnante pour un personnage aussi réservé. Vous mentez! Il a pas la tête, vous mentez! Ah, quelle idée absurde! Pourquoi mentirais-je? Éternel exauce ton désir. Celui qui te résiste mourra ce soir. Lâchez-moi! Laissez-moi! Gali. Ne me touchez pas! Laisse-moi maintenant. Laissez-moi! Lâchez-moi! Tu as choisi une heure singulière pour me rendre visite. T'ai-je appelé? Je méprise la violence. Je n'avais pas à l'employer. Jusqu'à présent, quand je voulais vous voir. Ce temps-là est changé. Crois-tu être la seule personne en Atlantide dont j'apprécie la société? Où est-il? Qui donc? Oh, je sais qu'il est là. Maintenant, je comprends pourquoi vous m'interdisiez depuis si longtemps de vous voir. Où est Morange? André, tu es rongé de jalousie. Il est peut-être chez lui. Qui sait? C'est vous qui l'avez appelé. Je sais que vous l'aimez. Il n'y a pas bien longtemps, tu me suppliais d'épargner sa vie. Le regretterais-tu?
je le regrette. Quand un homme devient fou d'amour et de jalousie, il ne lui reste plus que la haine. Tu as bu trop d'arak ce soir, laisse-moi seule. Orange! Orange! Pourquoi me retenez-vous prisonnier? Prisonnier? Séguir! Tu peux regagner tes appartements. Va, je te libère. Je suis un homme foutu, Orange. Mais moins salaud que toi. Je suis loyal. Faut être vil pour voler le cœur d'une femme à un ami. Et il y a une chose que tu ignores. Oui, je t'ai démasqué. Ouais. Ne sois pas impatient. Tu le sauras bien assez tôt. Lieutenant de Saint-Avis, heureuse nouvelle. Votre ami est chez lui, il est rentré, en très bon état. T'es content de me voir, Jean? Oui, naturellement. Assieds-toi. Non, Jean, ce n'est pas nécessaire. J'ai quelques mots à te dire, Jean. Inutile de s'asseoir pour dire quelques mots. Jean. Pourquoi m'appelles-tu Jean sur ce ton? C'est ton nom, si je ne me trompe. C'est un nom charmant, sympathique. C'est le nom d'un ami, Jean. J'adore ce nom. Antinéa l'aime aussi, est-ce qu'il semble? Comment? Tu as joué aux échecs avec elle? Non. Darak. Tu as encore trop bu d'arak. Lac! Non. C'est la vérité qui me saoule. C'est pourquoi elle a épargné ta vie. Ça te l'avoué? André, reprends tes esprits. Je n'étais pas avec Antinéa, j'ai été retenu prisonnier. Menteur. Tu étais avec Antinéa. Un foulard! André, ne dis pas de sottises. Qui a pu te suggérer cette idée absurde? J'étais prisonnier d'Antinéa. Tu entends? Je n'étais que son prisonnier. André, t'ai-je jamais menti? Souviens-toi, ai-je menti? Non, Jean. Tu n'as jamais menti.
Non. Jean. Non, j'ai pas fait ça. C'est faux. J'ai pas fait ça! Le prêtre pour garder le guerrier. Joli coup. Et si simple. Tu estimes que la vie ne peut pas se jouer comme une partie d'échecs, toi, Corto. Tu as tort. On le peut. Je l'ai encore prouvé hier soir. Oh. Non, tu ne me crois pas. Tu crois que Morange, mort, restera quand même entre nous. Et que c'est pour cela que Saint-Avy n'est pas encore revenu vers moi. Tu commets une erreur, Corto. Il va revenir. Les hommes apprennent vite à oublier la mort pour jouir de la vie. Qu'y a-t-il, Egali? Le lieutenant de Saint-Avy. Il est parti. Il s'est évadé. On ne s'évade pas de l'Atlantide. Retrouve-le, Egali. Ramène-le-moi. Revenu à moi. J'étais ici, au Borge. Le commandant Lefebvre et le docteur Cousin étaient là quand je me suis réveillé. Avez-vous des questions à poser avant que le lieutenant de Saint-Avy soit autorisé à se retirer? Non, non. Très bien. Lieutenant Ferrière, mon collègue, accompagnez le lieutenant de Saint-Avy jusqu'à sa chambre. Je dois dire
que les soi-disant révélations de Saint-Avy m'avaient donné quelque espoir. Et maintenant? Il est hors de doute que ce brave Saint-Avy ait été victime d'un mirage. Saint-Avy n'a pas recouvré toute sa lucidité. L'Atlantide, dans les monts du Hogar. Bien des savants l'ont en vain exploré. C'est une hérésie. Une Atlantide de marbre rouge. Des trésors somptueux, non. Si vraiment l'Atlantide existe, elle ne saurait être que le squelette d'un glorieux passé dont rien ne subsiste que des ruines. Ah, et cette souveraine. Les Touaregs tiennent d'ordinaire les femmes dans le plus profond mépris. Il serait surprenant qu'ils se laissent gouverner justement par une femme, même si cette femme est... La belle Antinéa. Personne n'ajoute foi à mon récit. Personne ne veut croire que, parmi les sommets inaccessibles du massif du Hogar, il existe un palais creusé à même le roc. Avec une galerie de marbre rouge où sont alignées des momies d'or. Et une reine d'une incomparable beauté que j'aime passionnément. Et pour qui j'ai tué mon meilleur ami. Oui, je l'ai tué. Je l'ai tué. Ne vous dérangez pas, Avril. Je vous apporte une nouvelle qui va calmer votre esprit. Vous êtes acquitté. Je savais qu'ils ne me croiraient pas. Ils n'ont pu croire que vous avez tué Morange, et vous ne le croirez plus dans quelque temps. Si je n'ai pas été en Atlantide, où ai-je passé ces 3 mois? Où? Probablement au milieu de quelques tribus amies, en proie à la fièvre. Au réveil, les rêves semblent réels, mais avec le temps, ils finissent par s'estomper. On vient de capturer cet homme devant la porte du Borgia. Je vais l'interroger. La paix soit avec toi, lieutenant de Saint-Avy. La paix soit avec toi. Hé, Gali. Relâchez cet homme, sergent. Le relâcher? Faites ce que je vous dis. Relâchez cet homme. Sergent, où est le capitaine de Saint-Avy? Le capitaine a fait sceller son méhari il y a 1 heure et il est allé vers le désert. Comment? Pourquoi ne m'en as-tu pas averti? Tu sais que le capitaine de Saint-Avy ne doit pas sortir seul. Mais mon lieutenant... Rassemble une patrouille, il faut le rechercher immédiatement. Bien, mon lieutenant.
La tierra es grande. Cabemos todos juntos. La película de la clave se la ha ofrecido Bodegas Osborne. Bien, señores, antes de empezar, déjenme hacer ustedes un spot de promoción de esta casa y sobre todo de un compañero, porque hay veces en que uno tiene que congratularse muy especialmente. Saben ustedes que la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión ha concedido el premio al mejor presentador a nuestro compañero Luis Herrero, que presenta el informativo de las 3 en Antena 3 Televisión. Yo tengo que congratularme muy especialmente, primero por ser de esta casa y segundo por ser un compañero en tareas también en la radio de la empresa común, y sobre todo porque a mí Luis Herrero me parece uno de los grandes descubrimientos de la pequeña pantalla en los últimos tiempos. Sigan ustedes, que yo creo que va a dar muchísimo más juego todavía y ha empezado con buen pie ya. Dicho esto, empezamos por donde ustedes quieran. Yo suelo preguntar cuando nadie habla, pero mientras se hable yo no digo nada, o sea que ¿quién quiere empezar? No, le hemos pedido a Fabián, que inicie el fuego y además de manera provocadora para quitarnos el letargo. Ah, ideal. Ah, el letargo de la película. Ah. Y de la escena. Pues la película era, para uno que viene de Izquierda Unida, en su momento fue considerada una película rojísima, que tuvo problemas de cortes, de censura y todo lo que por haber. Conociendo al padre de la criatura, indiscutiblemente. Pero terminaba bien. Terminaba bien, hombre, sí. Debe terminar bien. Aquí preguntábamos... Como la vida misma, también debe terminar bien. Sí, que por aquello de que se parece a lo del debate de la financiación, que Rafa Llone era Solchaga, que quién iba a ser de Carmen Sevilla en el nuevo pacto autonómico. ¿Quién va a ser de Carmen Sevilla? ¿Alguien sabe quién va a ser de Carmen Sevilla? No. Fabián Estape, venga. No, mira, yo tenía, ya lo hemos comentado con los compañeros, unos pequeños reparos que pueden ser disipados si estamos en el error, sobre el anacronismo de la película. Es decir, que hay una serie de detalles que a mí me la sitúan antes de 1936. Eso, yo creo que eso pretende la película también, ¿eh? Porque antes del 36 eran explicables en las regiones de España que en la película se describen actitudes de huelga como las que se dan en los campesinos de una granja concreta, que renuncian por principio a trabajar a destajo y exigen jornal. Que contra esta pretensión se levantan unos guardas armados al estilo de Far West.
Pero incluso hay un detalle ferroviario, y yo no puedo olvidarme de que soy hijo de ferroviario y estuve 4 años en Renfe. ¿Hijo de ferroviario, Estape? Sí, de que cuando la máquina de tren, cuando se hace el primer viaje... Hay muchos hijos de ferroviario en la vida pública española. Sí. Perdón por la interrupción, nada, sigamos, pero de repente se me varios nombres. Nos hemos fijado, al menos yo lo he visto en el acto, que la máquina lleva MZA y esta compañía de ferrocarriles en España desaparece el 22 de enero del 41 cuando el general Franco crea la Renfe. Podemos entrar en otro debate sobre si fue una decisión acertada, económica, productiva, rentable, se aumentó el bienestar. Lo que digo es que por algún motivo estos anacronismos son pistas para situar el drama en la España republicana. Pues hemos empezado bien. Es un arranque histórico, digamos, ¿no?, de la cuestión. Yo quiero decirle, Leila Onur, es la única que le voy a decir algo, siempre me tendrá a su favor. Los españoles hablamos mucho y no paramos mucho en barras. De modo que cuando usted quiera intervenir, intervenga. Y no se preocupe de que solo se habla de España. Precisamente lo que queremos también es que haya un contraste con la Europa comunitaria, ¿no? Lo digo porque cuando usted quiera entrar no se preocupe. Adelante, venga. ¿Por dónde íbamos? A mí me recuerda la película, en ciertos pasajes despierta un poco el sentimiento de solidaridad. Y ese sentimiento de solidaridad quizás sería uno de los puntos para enlazar con el tema de hoy, que es el reparto del dinero, el reparto financiero. Y cuando se habla de solidaridad, pues entonces deberíamos de recordar la solidaridad que la Constitución española, la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y los estatutos de las comunidades autónomas, pues nos defienden claramente. Esa solidaridad que la Constitución española marca con igualdad para todos los españoles, todos los ciudadanos españoles tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos, y que la propia Constitución incluso consiente, de cierto modo, hasta el año 88 ciertas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, las mal llamadas comunidades autónomas de primera y las comunidades de segundo orden. Hasta el año 88, porque a partir del año 88 esa Constitución ya da pie para solucionar perfectamente esas diferencias existentes inicialmente y articula para poder igualar esas diferencias. Igualarlas en ese problema que hasta el día de hoy todavía no hemos podido resolver y que entiendo que todos los partidos políticos, y perdón quizás por entrar tan de lleno en el tema de la materia, ¿no? Hay varias maneras de asistir a estos debates, por aproximación, por bombardeo, como se quiera. Todos los partidos estamos inmersos en la obligación de llegar a un consenso para solucionar un problema que desde el 88 no se ha podido resolver y que quizás habrá que buscar responsabilidades. Yo ahí tendré que ser crítico y tendré que ser crítico constructivo y quizás tendremos que buscar quién tiene más cuotas de responsabilidad. Evidentemente, quien más cuotas de responsabilidad tiene es el que gobierna, y el que gobierna en este momento, desgraciadamente, que tengo que decirlo con claridad, es el Partido Socialista Obrero Español. Estaba yo advertido de que las cosas irían por ahí, ¿no? Pero... ¿Advertido por qué? Por él. Bueno, de todas maneras, hay una cosa que siempre conviene tener en cuenta y que es lo normal. Es decir, esté quien esté en el gobierno, lo normal es lo que le ha dicho. O sea, si fuera al revés, ustedes harían lo mismo, no está claro. Yo creo que es un buen punto de partida el que él ha iniciado. Es un buen punto de partida. Dejamos a mirar, que parece que dice que tiene una cuestión previa. Antes de asistir al duelo Raf Balones, ya vas dando pistas, ¿no? Ya vas dando pistas. Bueno, yo quería decir que, como yo procedo, es obvio, de Galicia, del Finisterre, nosotros nos vamos aproximando así. Ha insistido mucho en Finisterre ya en la presentación también, es por algo eso, no es por casualidad. Es que es bastante claro, ¿no? Porque, bueno, hay varios Finisterres, ¿no? Es decir, uno es un Finisterre físico incomovible. Había otros Finisterres en el centro de Europa, como puede ocurrir con Baviera, que ahora ya no son Finisterres, al ampliarse la amplitud de la Europa, de lo que ha sido siempre Europa, pero en fin, al superar ese reduccionismo de la Europa comunitaria. Pero como decía, bueno, nosotros progresamos siempre, en fin, lentamente, incluso la lengua tiene formas progresivas, no es tan directa como el castellano.
En castellano dice yo voy, nosotros decimos nos estamos yendo, es decir, I'm going, we are going to. Entonces, yo quiero partir de la afirmación esta histórica, con estas pinceladas precisas que aquí se decían, porque realmente el problema que nos trae aquí pues es un problema histórico. Entonces, no nace ayer, como decía Azaña en la discusión del Estatuto de Cataluña, cuando la Segunda República, que bueno, no se había caído como una teja se cae, sino que es un problema que estaba ahí, que se había encontrado y que había que darle una solución. Yo creo que es, por tanto, subrayar este primer dato histórico que condiciona mucho el problema. Y el segundo, ya sin lanzarnos tan directamente ya al problema, que creo que llegaremos a ese tema concreto, hombre, evidentemente, como dicen estos actores, estos hombres de pueblo que tienen un gran sentido común y evitan que, bueno, nos proporcionan el final feliz y que no se mate uno a otro, pues, hombre, lo que hay es que encontrar una solución a las cosas, es decir, que no es bueno, en fin, matarse unos a otros y tener rencores siempre. Hay problema histórico, el problema histórico está en la película entre esas dos familias, a ver cómo se supera ese problema histórico y naturalmente sin matarse unos a otros. Y yo creo que este será el gran problema. Sí, yo precisamente iba a insistir en eso. Yo creo que la película, por eso me pareció un buen comienzo la propuesta que hacía el colega para el debate, pues en última instancia pretende reflejar que situaciones de incomprensión y de recelo acumulado, en ese caso